En France, à la cité universitaire de Paris, la crise sanitaire plonge les étudiants dans la précarité. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Rendons-nous tout d'abord dans le village de Djidjikro, précisément dans le département de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, au sud du pays. Cette localité a été électrifiée en juin dernier pour un coût de 100 millions de francs CFA. Elle a fêté ce samedi la lumière en présence des autorités administratives et des élus locaux. Une façon pour le village de Djidjikro de manifester sa reconnaissance au gouvernement. Dangui, Clément Boko. Les yeux rivés sur le petit écran, Ousmane et ses amis prennent du plaisir à regarder la télévision. Nous sommes à Djidjikro, dans la sous-préfecture de Grand Laou. Ce luxe, les populations de ce village ne pouvaient pas se le permettre il y a plusieurs années, faute d'électricité. On est en train de regarder le championnat anglais. Quand il n'y avait pas courant, c'était comment? C'était difficile. Il n'y avait pas de télévision pour regarder le ballon, tout ça. Là. Bon, aujourd'hui, là, on peut dire qu'on est vraiment content. Il y a la lumière chez nous. Depuis 6 mois, Djidjikro a bénéficié du programme d'électrification des villages de plus de 500 habitants lancé par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Le village est sorti de l'obscurité. La mobilisation des populations autour de cette fête de la lumière illustre bien la joie de traduire leur reconnaissance et les hommages au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement. Une occasion pour le porte-parole des cadres de Djidjikro d'égrener quelques doléances. C'est surtout le collège de proximité et le centre de santé. Parce que le collège permet aux parents de pouvoir suivre leurs enfants qui vont au collège en termes de proximité, de faire un bon suivi. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Ensuite, il y a le centre de santé. Vous savez, la santé, c'est la vie. Nous souhaitons simplement que l'État nous vienne en aide pour achever ce beau projet. Djidjikro est reconnaissant envers le président de la République. Plus de 100 millions de francs CFA ont été déboursés par l'État pour l'électrification de Djidjikro en vue d'améliorer les conditions de vie des 5000 âmes vivant dans ce village. Le maître d'ouvrage s'est dit satisfait de la mise en œuvre des travaux. Les consignes que nous avons reçues, c'est par exemple d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. L'objectif pour nous, c'est d'électrifier toutes les localités de Côte d'Ivoire d'ici l'an 2025. Représentant la ministre Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, le professeur Soro Ngolo a mis en relief l'une des originalités du village de Djidjikro, un exemple du vivre ensemble. L'électrification de Djidjikro permettra aux fils et aux filles du village de se réunir davantage autour de leur bien commun qui est Djidjikro, sans distinction de religion, d'origine, d'âge et d'appartenance politique. Que cette lumière qui, désormais, étincelle dans le ciel de Djidjikro, brille en chacun de nous et nous apporte la paix et le bonheur. Toutes les demandes formulées ici seront transmises à Madame le ministre. Elle a opté pour les collèges de proximité. Et je pense que Djidjikro entre bien dans ce cadre-là. En plus d'une enveloppe remise par la marraine, le village a bénéficié d'une moto tricycle, d'un congélateur et de 2 millions de francs CFA pour la construction du centre de santé. Un don de Cissé Ibrahima, président de la cérémonie et PCA de Côte d'Ivoire Énergie. Le conseil municipal de Yopougon vote son plan triennal pour les années 2021, 2022 et 2023. Une trentaine de projets de développement vont être financés à hauteur de 5 milliards de nos francs. Il s'agit notamment de l'aménagement des voiries, la réalisation d'infrastructures économiques, éducatives, de santé et de construction. C'est reparti avec Clément Boko. Yopougon, plus grande commune du district d'Abidjan, avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Pour amorcer son développement, le conseil municipal définit ses priorités. Pour une enveloppe budgétaire de 4 milliards 910 millions de francs CFA, ce budget prévisionnel prend en compte la réalisation d'une trentaine de projets de développement. Il s'agit donc de projets d'aménagement et d'assainissement de voiries. Il s'agit de projets d'infrastructures économiques. Il s'agit également de projets d'infrastructures éducatives tels que la construction et la réhabilitation de 100 salles de classe et 16 écoles primaires et maternelles.
ainsi que de la fourniture de tables-bancs aux écoles et la réhabilitation de complexes socio-éducatifs de Port-Boué-2. Il y a également des projets d'infrastructure de santé dont le plus en vue est la construction du centre de santé du quartier millionnaire. Nous avons engagé donc la construction d'un centre appelé YOP préalable à Andokwa, en vue de permettre aux jeunes d'avoir donc la possibilité d'exprimer leur talent. Avec ce deuxième conseil municipal qu'il préside depuis sa réélection, Gilbert Kafana Koné réitère son engagement à faire de Yopougon une commune prospère où il fait bon vivre. Pour ce faire, il exhorte ses administrés à toujours veiller à la préservation des biens publics et à privilégier le vivre ensemble. Le Conseil national des chefs coutumiers de communauté pour la cohésion sociale et la paix sensibilise les populations à la culture de la paix. Il a tenu récemment à cet effet une rencontre dans la commune d'Abobo. Plus de 10 000 personnes y ont pris part. Astou Touré. Vous pouvez dire que le dialogue, c'est l'arme des plus forts. Alors, nous demandons à nos autorités politiques d'utiliser le dialogue pour régler leurs divergences de point de vue. Depuis pratiquement un mois aujourd'hui, nous passons dans tous les quartiers pour en discuter avec la population. Rien ne vaut que la paix, hein? Pour la paix et la confraternité, le Conseil national des chefs coutumiers de communauté de Côte d'Ivoire est sur le terrain. Les problèmes qui minent les sociétés modernes ne naissent pas dans les villages, ça naît dans les cités urbaines. Et donc, les chefs de communauté sont des gens qui ont en charge les communautés dans les villes, dans les grandes cités. Et nous avons pensé qu'en les réunissant autour de la paix et de la cohésion sociale, on peut apporter quelque chose à notre pays, surtout dans cette période. Abobo, commune multiethnique, commune de générosité, de paix, se positionne et appelle les jeunes et les femmes de Côte d'Ivoire à un pacte social, une nouvelle alliance interethnique. La nouvelle alliance, c'est que MBT peut avoir comme allié, je ne sais pas moi, un Senufo, parce qu'ils sont en proximité. Et les alliances, selon leur histoire, naissent dans les situations difficiles. Donc, nous sommes en période difficile. Créons la nouvelle alliance dans les proximités. Je lance un message à l'ensemble de la communauté d'Abobo et en même temps de la Côte d'Ivoire. Sans la paix, il n'y a aucun avantage. La paix est la clé d'un développement. Et la réussite d'une économie est l'avantage d'une cohésion sociale. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, fils du district du Woroba, salue et encourage cette initiative. Nous avons un pays qui a un potentiel important, qui est capable d'accélérer la création de richesses, de permettre à chacun des citoyens d'avoir un minimum pour avoir une vie agréable. Mais ça ne passe que par la paix, ça ne passe que par la compréhension et par le dépassement de nos contradictions. Message reçu 5 sur 5 par les jeunes et les femmes des différentes communautés qui ont marqué leur engagement à la promotion du vivre ensemble dans la cohésion et la paix. Ces derniers ont également émis des doléances en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. En mobilisant plus de 10 000 personnes au maintien de la paix au sein des différentes communautés, le Conseil national des chefs coutumiers de communauté veut se positionner comme l'interlocuteur des pouvoirs publics auprès des populations dans les zones urbaines. Il souhaite que l'État de Côte d'Ivoire leur accorde un statut. Convaincu que la recherche de la paix est une œuvre de non-arrêt, il compte sillonner les villes du pays pour promouvoir la paix et la coexistence pacifique. Prochaine étape, Yopougon. Pour préserver la biodiversité dans les parcs et réserves, le gouvernement initie des reboisements, le déguerpissement des populations infiltrées et renforce ses moyens. Face à ces défis, la Fondation des parcs et réserves, en collaboration avec l'INADCI et l'OIPR, font un plaidoyer auprès des entreprises. C'était au cours d'une rencontre en ligne qui a réuni tous les acteurs du secteur des eaux et forêts. Clément Boukou. En Côte d'Ivoire, les aires protégées regorgent d'énormes potentialités tant au niveau de la flore que de la faune. Aujourd'hui,
Ce patrimoine est en danger à cause du braconnage, des feux de brousse, de l'orpaillage clandestin, de la pêche illicite, pour ne citer que ces mots. Pour appuyer les efforts du gouvernement dans la préservation de la biodiversité des aires protégées, la Fondation Parcs et Réserves, en collaboration avec l'INATSI, Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, et l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, lance un appel aux entreprises de Côte d'Ivoire. Conserver notre patrimoine naturel contribue un peu à asseoir une durabilité dans le développement, d'où l'organisation de ce webinaire. Alors, ce que nous attendons en fait des différents acteurs, c'est de les impliquer davantage dans le financement des parcs nationaux. Et c'est vrai que certaines sociétés ont des politiques RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale et environnementale, mais pas trop orientées sur la conservation. Donc notre objectif, c'est vraiment de leur dire, écoutez, il y a une fenêtre qui est là, qui est très ouverte, qui est ouverte donc pour ces sociétés-là. La Côte d'Ivoire compte 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles. Le parc national de la Comoé est le plus important avec une superficie de 1 148 756 hectares et est situé dans la région de Bouna. À l'étranger, à la Cité internationale universitaire à Paris, près de 800 des 6 000 étudiants sont en situation de précarité, soit 4 à 5 fois plus qu'avant la crise sanitaire. Du jamais vu selon la direction qui a accepté de laisser entrer les Restos du Cœur pour leur venir en aide. Georgette Ido, Joël Gossi. C'est une situation difficile pour les étudiants étrangers de la Cité universitaire internationale de Paris. La crise sanitaire a plongé ces étudiants dans une précarité, obligés donc de faire recours aux Restos du Cœur pour se nourrir. Arrivé à Paris à la veille du premier confinement, cet étudiant vénézuélien a perdu aujourd'hui son travail à cause de la pandémie de coronavirus. Mon loyer est de 577 € ici, à la Maison des Arts et Métiers. Et je reçois l'aide de la CAF qui est de 308 €. Mais en plus, je dois envoyer de l'argent à ma famille, parce que c'est mon obligation morale d'aider mes parents, d'aider mes frères. Après ça, il ne me reste plus qu'environ 120 € par mois. Comme lui, ils sont nombreux, ces étudiants étrangers qui s'approvisionnent au Restos du Cœur. Une situation de précarité difficile à accepter pour Amna, étudiante tunisienne. Diplômée en génie civil, elle a perdu tous ses marchés en raison du confinement. Aujourd'hui, Amna est obligée d'accepter un poste de caissière dans un supermarché. Mes amis m'ont aidé un peu par des petits moyens, genre 20 €, 30 € pour manger, quoi. Quoi d'autre? J'ai pris un autre prêt bancaire, mais ce n'était pas un prêt étudiant, avec un taux d'intérêt de 10%, parce que j'étais obligée. Et la banque, ils ont profité de cette situation. Laisser entrer les Restos du Cœur pour aider les étudiants, c'est un fait nouveau dans cette cité. Ce sont près de 6 000 étudiants, dont 80% des étrangers, qui sont accueillis dans cette fondation. Nous avons identifié près de 800 étudiants qui sont en difficulté et en demande d'aide, ce qui est bien plus important que ce qu'on connaît en temps normal. On peut dire qu'il y a environ 4 à 5 fois plus d'étudiants qui sont en situation de précarité aujourd'hui à la Cité internationale. Danielle fait aussi partie de ces étudiants. Elle a également subi les conséquences du confinement. Ingénieure agronome, cette Libanaise n'a pas encore trouvé d'emploi stable. Pour moi, les Restos du Cœur, c'était une association qui aidait les personnes exclues de la société et qui avaient des difficultés. Et je ne m'imaginais jamais, après toutes ces études et après tous les stages que j'ai faits et tout ce que j'ai donné, me retrouver dans une situation pareille aussi rapidement, juste à cause d'un virus. Avec la fermeture des bars, boîtes de nuit, salles de cinéma, Manuela a vu ses spectacles de danse arrêtés. Étudiante en doctorat de philosophie, la Brésilienne ne sait plus à quel sens se vouer. Nous sommes totalement oubliés. Je crois que la seule aide que je reçois, c'est justement cette aide du Resto du Cœur. Conscient de la situation précaire des étudiants, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures d'urgence pour les étudiants.
La Cité internationale a aussi promis multiplier ses aides alimentaires. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.